Respirez à fond, c'est grand air. Aujourd'hui, on va vivre l'aventure avec un grand A, un triple A même, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 3 montagnards habitués à barouder aux 4 coins du monde. Charles Edrich, bonjour. Bonjour. Luc Dupont, à vos côtés. Bonjour Luc. Bonjour. Et puis on le connaît bien à Télé Grenoble, Jean-Michel Asselin. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Mi. 2 pulls rouges, amoureux de la mer, et puis un alpiniste, amoureux du verbe. On peut le définir comme ça, Jean-Mi, avec le dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines, Nouvelle chronique des hauteurs. On en parlera tout à l'heure. Et puis pour faire baisser quand même la moyenne d'âge, messieurs, on a le plaisir d'avoir les enfants de la maison de l'enfance de Bajatière qui sont venus assister à l'enregistrement de cette émission. Charles, on va démarrer avec vous. Ça fait plus de 10 ans que vous réalisez des défis de plus en plus incroyables. Vous avez démarré, on va dire, par du costaud, mais du classique, le Paris-Dakar moto ou le Vendée Globe, qui sont des épreuves reconnues, mais pas données à tout le monde quand même. Alors pour moi, le Dakar en moto, ça n'a pas été du tout quelque chose d'anodin, parce que je n'avais jamais roulé en moto de ma vie 10 mois avant le Dakar. Donc il a d'abord fallu que je passe mon permis, ah oui, d'accord, j'apprenne à rouler. C'est vrai que c'est mieux d'avoir le permis pour faire le Dakar. Et non, ça a été, disons, quelque chose de très très compliqué. Il faut savoir qu'en plus, la moto, en rallye raid, c'est extrêmement physique. Il y a quand même pas mal il faut beaucoup s'entraîner. Ça a quand même été tout sauf évident et vraiment pour moi un pur plaisir. Et le Vendée Globe, là, on voit des images, c'est pareil, vous aviez appris à naviguer quelques mois avant? Bon, j'avais jamais j'avais jamais fait de régate de ma vie. Très peu de voile. Par contre, j'avais l'avantage d'être officier de marine marchande. C'était ma profession de départ. Donc tout ce qui était navigation, on va dire mer, tous les appareils techniques, aujourd'hui la voile c'est très technologique, donc tout ça j'avais ce petit avantage, mais maintenant il me restait à maîtriser les voiles. Ouais, officier de marine marchande, on est sur des gros cargos Cargo, pétrolier, porte-containers en tout genre, donc c'était quand même quelque chose qui me permettait d'être relativement confiant sur ma capacité pour arriver à naviguer sur ces bateaux qui sont extraordinaires. Ces bateaux, c'est 60 pieds open, 18 mètres de long. Bon, démarrer le Vendée Globe comme première régate, je pense pas que vous soyez nombreux à avoir fait ça. Oui. Donc, juste avant, pour me qualifier pour le Vendée Globe, j'avais terminé la Transat anglaise et en équipage, on avait battu le record de la traversée de la Manche. Sur ce bateau. Donc. Vous étiez parti sur de bonnes bases alors. Voilà. Luc, qui est à côté de vous, a au moins 2 points communs. Vous êtes tous les deux moniteurs de ski quand vous naviguez pas sur les océans de la planète. Et vous avez tous les deux doublé le Cap Horn. Luc, vous aussi, hein, même si ce n'était pas le Vendée Globe, vous avez fait un tour du monde à la voile. Ouais, alors j'ai fait un tour du monde, on va dire, sur la route du Vendée Globe, mais tout seul sur mon petit bateau. À votre rythme. Ouais, à mon rythme, et puis sans course, sans médias, sans rien. Ouais. Oui, non, mais attention, là, il est modeste, mais c'était en 92. Je connais un petit peu l'histoire. C'est totalement exceptionnel, les conditions dont il a fait le tour du monde. Jean-Mi, la montagne et la mer, il y a souvent des passerelles. Hein. On retrouve des marins montagnards ou des montagnards marins. On retrouve des marins montagnards, effectivement, et des montagnards marins. C'est pas étonnant, justement, que Éric Loiseau, qui est un grand navigateur, ait créé un trophée qui s'appelle Mer-Montagne, et que le dit Éric Loiseau se soit un jour rendu sur les pentes de l'Everest et accompli l'ascension jusqu'au sommet. Bon, avec 2 petits doigts gelés quand même. Mais voilà, donc les marins, les montagnards, c'est les mêmes gens. C'est des gens qui aiment la nature, c'est des gens qui aiment les grands espaces, et puis qui aiment les conditions un petit peu, on va dire, hostiles. Ouais, un peu extrêmes. Ouais. Ils aiment en chier pour parler un peu. Pour parler comme ça. Ouais, la nature un peu extrême, ouais. Bon, et vous aimez aussi les défis. Charles, vous êtes passé donc de ces gros cargos aux voiliers. Et puis comme les voiliers, c'était encore assez confortable, vous avez décidé de naviguer sur des coques de noix, hein, on peut les appeler comme ça, des barques. Et vous avez attaqué l'Atlantique à la rame. Oui, donc dans un premier temps, je revenais de l'Everest et je préparais un Ironman. Et j'étais en pleine forme. Et puis, je suis tombé sur Emmanuel Coindre, qui a tout un tas de records sur tous les océans du monde. Il m'a dit, tiens, la rame, ça t'intéresse. Il m'a loué son bateau. Et un mois après, je pulvérise le record de la traversée que j'ai toujours de l'Atlantique à la rame. J'ai fait Dakar-Amazonie en 36 jours. 36 jours, hein, un gros mois, en gros, pour aller à la rame de l'Afrique à l'Amérique. Voilà. Mais une fois qu'on est dedans, ben voilà, quoi, on n'y pense pas.
Alors Charles, après un océan dans un sens, un aller-retour dans l'autre, vous n'étiez pas pour autant dégoûté de la rame, hein, puisque vous êtes parti sur un autre défi, le passage du Nord-Ouest. Troisième point commun avec Luc, qui a également défié cet endroit. Alors, on va faire un petit peu de géographie, parce que le passage du Nord-Ouest, ça parle aux aventuriers, ça ne parle pas forcément au grand public. Si on prend un globe, ça se situe au sommet du globe. Hein. Le globe, il faut déjà le prendre par le nord. Regardez le pôle Nord. Il faut le remettre déjà de côté et le regarder d'en haut. Et là, on voit le passage. On se rend compte qu'il y a un petit cheminement possible. Il y a un cheminement à travers des îles. Il faut passer au nord du Canada et au nord de l'Alaska. On va regarder sur cette petite animation, effectivement, ce que c'est que ce passage du Nord-Ouest. Pourquoi il est réputé dans le monde de l'aventure ? Parce que c'est un des deux passages naturels pour passer de l'océan Atlantique au Pacifique, avant la construction de Panama. Donc il y avait soit le Cap Horn, le célèbre Cap Horn, ou alors passer par le haut. Et on arrive, je crois, au niveau du détroit de Bering. Et on arrive au détroit de Bering, en face de l'Alaska. Donc d'un côté, on a l'Amérique, l'Alaska, de l'autre côté, la Russie. Ah, on a quelques kilomètres de la Russie, oui, complètement. Ouais. Et c'est un endroit, alors là, on voit en bleu qu'il y a la mer, mais qui n'est pas libre tout au long de l'année. Hein. Non, il y a, par exemple, on avait l'habitude de dire 2 mois d'ouverture de glace, mais on s'aperçoit que depuis 2 ans, le passage est pratiquement bloqué. Il y a très peu de bateaux qui passent. Il y a eu des belles années il y a 10-15 ans, 10 ans, 5 ans. 3 ans quand je l'ai passé et maintenant depuis 2 ans c'est pratiquement bloqué. Ça veut dire qu'on peut passer assez facilement à pied d'un continent à l'autre, de la Russie aux États-Unis tout en haut. Tous les Indiens qu'on trouve en Amérique du Nord et du Sud arrivent par là, ont émigré depuis des milliers d'années par ce passage de Bering. Oui. Alors score. Et vous avez combien de coups dans votre fusil? Non, alors attention, faut pas non plus, si on fait attention, il ne faut pas surestimer le risque. En pleine mer, il n'y a strictement aucun risque. L'ours qui nage, il ne va jamais attaquer le bateau. Le danger existe si je tire mon bateau sur la glace. Où là, par contre, il est malin comme tout, il est capable de suivre et d'aller se planquer pour essayer il vous perçoit, lui, comme un casse-croûte, donc pour essayer de vous croquer. Donc. Et là, il faut faire très attention. Alors, vous avez croisé Luc d'ailleurs hein, dans ce passage du Nord-Ouest. Je crois que Luc terminait et Charles démarrait son périple. Ouais, moi l'année où je termine, j'arrive donc juste en dessous de Bering, c'est dans le petit port de Nome, donc au printemps, et donc je rencontre Charles qui part dans l'autre sens. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des moniteurs de ski français dans le village de Nome. Non, parce qu'on disait peut-être 40 ou 50 bateaux qui sont passés depuis le départ de ceux qui tentent le Nord-Ouest. Depuis un siècle à peu près. Ouais, depuis un siècle, on doit être une 50aine de bateaux et donc on se retrouve les deux moniteurs de ski là-bas. Ouais. Alors là, on voit votre bateau qui n'est pas beaucoup plus grand que le bateau à rame de Charles finalement. Ouais, à peine, ouais, ça fait 10 mètres de long. Une petite coque de noix également. Ouais, petite coque de noix en plastique et moi je navigue léger. Je navigue léger avec pas grand-chose. Et quand on part comme ça sur un périple de plusieurs semaines, on a un peu un plan de route ou alors on improvise vraiment en fonction des conditions? De toute façon, dans le Nord-Ouest, on est obligé de suivre la côte finalement. C'est que de la navigation côtière, donc ça part d'un côté et puis il faut sortir de l'autre. Puis au milieu, il faut improviser avec les dépressions qui passent, les banquises et puis les ours polaires aussi. Ouais. Allez, c'est vous aussi, vous avez la carabine dans le... J'avais aussi la carabine, ouais. Ouais, c'est obligatoire, ouais. Un bateau aussi écolo, hein. Il y a des éoliennes, des panneaux solaires. Alors, complètement. Alors j'essaye, je prends un petit peu plus le temps. Moi, je suis moins dans l'exploit, mais consommer quand même moins de gasoil, ouais. Donc le plus possible à la voile, ouais. Qu'est-ce qui vous attire de naviguer dans des eaux comme ça? Je sais que vous avez été au lycée des eaux claires à Grenoble. Alors il y a peut-être un lien entre les eaux claires et les eaux glacées, mais au-delà de ça. Je sais pas, j'ai commencé à naviguer sur le lac de Monténard et puis c'est vite petit, donc il faut voilà, un petit peu de Méditerranée. Il y a moins d'iceberg, après la Méditerranée, mais c'est vite petit aussi. Et puis après, premier tour du monde par le sud, le Cap Horn. Et puis après, l'autre passage naturel. Je voulais faire les 2 passages naturels du Pacifique à l'Atlantique. Donc le Horn et au nord, le Nord-Ouest. C'est une navigation dangereuse. On a vu là sur ces images des icebergs. C'est un peu la hantise des marins. Ouais, c'est engagé. C'est engagé, dangereux. Je pense comme on peut dire de la montagne, d'une escalade. Si on respecte tout et puis qu'on a un petit peu de chance, ça passe.
Il faut une certaine endurance également. Je crois que dans le secteur du pôle Nord, le champ magnétique empêche les outils habituels de navigation de fonctionner. Ouais, donc là, c'est l'homme qui prend le relais. Ouais, alors il y a toute une... il y a 4000 km où on est trop proche du pôle magnétique. Et là, les compas ne marchent plus. Donc le compas, essentiellement celui du pilote automatique, quoi, donc à la barre. Donc on reste à la barre en permanence. Ouais. Combien de temps vous êtes capable de rester à la barre? Moi, j'arrive 96 heures. 96 heures. Ouais. Sans piquer du nez. Non. D'accord. J'arrive. C'est viable et je m'en sors. Alors après, il ne faudrait pas dépasser parce que là, ça devient dangereux. Ouais. 96 heures. Bon, je sais qu'en montagne, on ne dort pas beaucoup non plus quand on est dans des expés, mais il faut les enchaîner là. Ouais. Alors, il me faut du temps pour m'en remettre. Je le fais si je sais qu'au bout de ces 96 heures, je vais pouvoir poser le bateau dans un mouillage ou un port qui est sûr. Et bon, il me faut quelques journées pour me reposer, évidemment. Ouais. On croise la population locale, il y a du monde qui habite là-bas en permanence dans Il y a quelques petits villages, ouais. Quelques petits villages, tous les 500, 600, 700 km, il y a un petit village, ouais. Resolute Bay, Cambridge Bay, Johaven. Et les gens vivent de quoi dans ces régions? Alors, il y a deux populations. Il y a d'un côté la population inuit, qui elle vit principalement de subventions. Et puis il y a pour moitié, c'est des Blancs, des Américains ou des Canadiens. Et puis ils cherchent du pétrole, ils essayent de voir ce qu'ils peuvent piller à droite à gauche, quoi, en fait, comme un petit peu partout, quoi. Donc en plus des icebergs, il faut faire attention aux plateformes pétrolières. Ah bah sur l'Alaska, oui, c'est Las Vegas. Ah bah, quand on passe au large de nuit, c'est Las Vegas. Il y a 10, 12, 15 plateformes pétrolières qui sont illuminées et c'est assez impressionnant. Ouais. Alors vous avez raconté vos histoires dans deux livres aux éditions Lucos. Lucos comme Luc, c'est ça? Ouais, Lucos, voilà, ouais. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ben, c'est exactement ça, ouais. Donc il y a le premier là sur le passage du Nord-Ouest, et puis un ouvrage qui était sur une aventure précédente. Ouais, sur une aventure précédente au Spitsberg. Donc pour situer, c'est le Cap Nord au nord de la Norvège. Et on fait 1500 km encore au nord du Cap Nord. On reste dans les eaux très dans la glace et très fraîche. Ouais, bien sûr. C'est votre credo. Ouais, j'aime bien aller là-haut. Au nord ou au sud, mais au milieu, non, c'est un petit peu entre deux eaux, quoi. Bon, une sorte de journal de bord en images qu'on peut commander sur votre site internet pour ceux qui veulent découvrir un peu plus ce voyage sur un bateau de 10 mètres. Charles, donc le Nord-Ouest, normalement, ça se boucle la saison prochaine. Voilà, donc en principe, ça doit être bon. Vous serez le premier homme au monde à avoir fait ça à la rame. À la rame, oui. Mais alors, pardon, en trois saisons, c'est comme Amundsen, c'est le premier qui a passé le Nord-Ouest à la voile. Au début du XXe siècle. 1903-4 par là. Et donc, le premier a mis 3 ans. Ils ont mis 3 saisons d'été pour passer, ouais. Donc, comme les grands, Charles. Ça lui va bien, comme les grands. Comme les grands, ouais. Bon, bien, vous m'avez donné envie, pas forcément pour la boisson, mais pour toutes ces aventures à travers la planète. Nouvelle chronique des hauteurs, donc le bouquin de Jean-Michel Asselin, notamment avec sa dernière expédition à l'Everest, Le passager du Nord-Ouest et Voyage au Spitsberg de Luc Dupont. Et puis j'ai des beaux bouquins de chez Glénat, la maison grenobloise. Alors, celui-là, il est de Mario Colonel. Sur le Mont Blanc, un beau bouquin de photos de Mario Colonel. Très belle reproduction des images de Mario. Si vous aimez le massif du Mont Blanc, il y a un coffret qui vient de sortir chez Glénat, et puis les 4000 des Alpes. On va parler des 8000, mais chez nous, c'est les 4000. C'est notre Everest à nous. Là également, un bouquin qui vient de sortir aux éditions Glénat. Wolfgang Pusch, Helmut Dummler et Willy Burghardt, à mon avis, c'est les Allemands. Je pense. Autrichien, peut-être. Bon, merci à tous les trois. Merci aux jeunes de la Maison de l'Enfance de Bajatière qui étaient venus assister à cette émission. Et puis, on va se quitter, comme c'est la tradition dans Grand Air, avec des images spectaculaires. Et comme vous êtes 2 moniteurs de ski, j'ai choisi cette ligne parfaite réalisée par l'Américain Cody.